Si je peux me permettre, d'abord, on voudrait vous remercier. Vous remercier d'être là pour cette première masterclass. Ce sur quoi on est très attaché, c'est que vous puissiez partager votre expertise professionnelle d'expert. On essaye à l'école, évidemment, d'intégrer cette réalité des affaires. Et aujourd'hui, on est passé à une vitesse supérieure, puisque vous êtes là afin de nous permettre d'avoir des éclairages sur les innovations stratégiques des entreprises du digital. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, cet après-midi, c'est de réfléchir ensemble sur les impacts de la révolution dans l'industrie digitale au niveau des stratégies. Alors je dirais des stratégies marketing, des stratégies aussi RH et de la stratégie tout court. Avant de parler de stratégie et d'innovation stratégique, on voudrait savoir, vous, votre avis sur le diagnostic de l'industrie du digital, en quelques mots. C'est une industrie qui, même si elle a maintenant presque 20 ans, étonnamment, croît toujours à la même vitesse. C'est-à-dire qu'il y a à peu près toujours le même nombre d'évolutions technologiques, avec un rythme assez normé. On voit que tous les 2-3 ans, il y a une révolution qui remplace une autre révolution, ou qui la complète d'ailleurs, et qu'on pensait qu'au bout d'un moment, les choses se calmeraient et les technologies seraient toutes disponibles, et qu'avec tout ça, on aurait le terrain de jeu final. Mais étonnamment, il y a toujours des innovations en permanence qui permettent d'ouvrir de nouveaux champs d'activité dans l'industrie ou dans les industries qui les révolutionnent verticalement ou horizontalement. Mon métier, c'était le déstockage. Donc au bout de la chaîne du textile, au bout de la chaîne industrielle, quand les marques ne savaient plus quoi faire de leurs produits, et brusquement, moi, je suis devenu grossiste parce que j'avais des copains qui faisaient ça. Et le digital m'a permis, à partir de 2000, de transformer complètement ce même métier. Je fais exactement le même métier qu'en 1985. Donc à chaque fois qu'il y a des nouvelles innovations, je les regarde en me disant de quelle façon je vais pouvoir les utiliser pour continuer à faire ce métier ancien que je fais. La révolution digitale, elle permet d'accélérer des processus, de rentrer plus dans les détails, de simplifier la vie. Mais les besoins primaires, on les a toujours eus. C'est très pratique. Qu'est-ce que ça va vous permettre de faire, que vous faites déjà dans votre vie, de vous le simplifier, de vous donner plus de détails, d'aller plus en profondeur dans les sujets, de le faire mieux. L'innovation, c'est, chez nous, comment on la pense, chez VP, c'est d'abord au service des outils pour les gens qui y travaillent. C'est 6000 personnes vente privée. C'est comment on va faire que nos outils soient plus performants pour que le temps passé au travail soit plus agréable, plus intelligent, plus créatif, plus innovant dans le terme de on va laisser votre imagination plus que faire des tâches rébarbatives. Donc déjà, chez nous, c'est ça, l'innovation. Et puis enfin, l'innovation, elle est au service des marques qui sont mes clients. Donc, par exemple, aujourd'hui, l'innovation chez VP, c'est de se connecter au stock des marques. Tout ça pour vous dire que l'innovation, pour moi, ce n'est pas un grand mot abstrait. C'est des choses très, très concrètes qu'on exerce dans sa vie quotidienne, au service d'évolution, normalement, ce que je pense, d'un métier. C'est comment, en permanence, on regarde ce qui se crée pour faire mieux ce qu'on fait. Le cas de Marc, par exemple, avec Mythique, il se dit « Waouh !» Comment, grâce au digital, je réinvente la rencontre. Mais la rencontre, ça existe depuis la préhistoire. Vous voyez? C'est ça l'innovation. On a entendu innovation concrète, innovation pour le ludique. Mais la question qu'on se pose, c'est que se posent aussi les étudiants, évidemment, c'est est-ce que les innovations qui sont captées, c'est simplement au sein de votre entreprise, ou est-ce que de plus en plus, vous vous aidez aussi, je dirais, du client qui devient apporteur d'innovation. On est dans une école, il y a du côté académique, on a ce concept d'innovation ouverte et participative avec les clients. Est-ce que vous pouvez nous certifier que de plus en plus, les clients prennent part active à des idées d'innovation? Comment ça se passe, le captage de l'aval au niveau des innovations? Dès lors que vous êtes dans un business B2C, et que vous avez donc des clients par dizaines, par centaines, par milliers ou par millions comme VP, de fait, vos clients, par les problèmes qu'ils rencontrent sur vos plateformes, à l'usage qu'ils ont de vos produits, vous poussent à innover. Et c'était tout l'intérêt du big data, c'est qu'on collecte tellement de données sur l'usage des gens, non pas du déclaratif, parce que le déclaratif, on l'a tous, mais sur leur usage, à quel moment ils abandonnent une page, à quel moment ils arrêtent de remplir un formulaire, à quel moment ils ont vu un produit, ils ne l'achètent pas. Et de fait, leur comportement vous donne les clés pour savoir innover.
Et donc le comportement des utilisateurs, et c'est la source la plus intéressante pour vous pousser à l'innovation. Au lieu d'essayer de trouver des points blancs pour avoir des nouvelles idées, vous identifiez tous les points noirs et vous essayez de comprendre pourquoi il y a un point noir à cet endroit-là. De fait, vous êtes obligé d'innover. Quand je vais au restaurant, quand j'achète un t-shirt ou quand j'achète un truc plus cher, j'aime bien qu'on s'occupe bien de moi. C'est la base. Mais je n'ai monté vente privée que comme ça, hein. Je ne me suis pas posé la question, c'est quoi l'UX? J'ai dit, le client, il a besoin d'avoir de la transparence sur le prix, sur ce qu'il achète, qu'on lui dise quand est-ce qu'on va le livrer, et que si jamais on livre mal, on s'excuse. Le digital permet de faire tellement de choses dans les possibilités de services offertes aux clients que si vous n'êtes pas en permanence dans l'attention, comment vous pouvez satisfaire votre client, il s'en va parce que vous avez très bien compris qu'aujourd'hui, la concurrence est à un clic. Donc, l'UX, l'expérience client, l'expérience utilisateur, si vous êtes commerçant, c'est la clé de tout. À chaque fois que vous avez un service qui ne fonctionne pas, ça vous rend dingue. Et d'ailleurs, vous en parlez à vos copains, à vos copines. Ça ne marche pas ce truc-là, c'est naze, ils me disent n'importe quoi. Et vous êtes à ce moment-là un réseau social, et donc vous êtes un média pour cette marque, négatif ou positif. Tout vente privée a été bâti sur le bouche à oreille. Jamais de pub. Deuxièmement, d'où vient l'innovation dans les entreprises? Elle est en interne. Alors on peut faire un service, spécialiste de l'innovation, mettre un associé, directeur de l'innovation, mais ça ne marche pas comme ça, la réalité. Souvent dans les boîtes, d'abord ça vient de top-down. Ça vient rarement, malheureusement, down-top. Les entreprises sont encore organisées avec des systèmes un peu hiérarchiques. Et c'est en train de changer, parce que la société change. On le voit bien. C'est une nouvelle façon de fonctionner, qui est liée au digital, d'ailleurs, totalement liée aux réseaux sociaux, où tout le monde peut dire ce qu'il veut, comme il veut. Et votre innovation, on ne sait plus d'où elle vient. Alors, pour ça, les Américains ont inventé, dans les années 60-70, des nouvelles formes d'organisation beaucoup plus horizontales. Ces organisations, on est en train de les mettre en place. Nous, c'est notre évolution actuellement chez Vente Privée. On est en train de mettre en place une organisation en product owner. Et surtout, on a ouvert un incubateur chez Station F, qui s'appelle VP Impulse, dans lequel on a un vrai comité de sélection, où il y a quasiment tout le COMEX de vente privée qui sélectionne. Enfin, ça a été présélectionné. Et puis, à un moment donné, les gens vont se présenter à nous, des entreprises, des startups. C'est hyper sérieux. On en choisit 5 tous les 6 mois. Et puis, on les choisit en fonction de ce qu'elles vont pouvoir nous apporter. Quelles compétences pour l'industrie du digital? Quel changement dans les compétences demander aux jeunes? Les nouvelles boîtes ont un atout extraordinaire, c'est qu'elles ont encore un potentiel de passion énorme. Et donc, ce qu'on voit, c'est que quand on regarde le CV d'un gamin, soit on regarde ses études, ses notes, son machin, son truc, soit on dit tu fais quoi dans la vie? T'es vegan? Tiens, on a fait une boîte, là, on va faire des produits pour la peau, vegan, machin. Ah ouais, ça me parle. Et en fait, on met sur la table des choses qui n'existaient pas avant. On m'a jamais demandé ce que j'aimais dans la vie. On a regardé si je savais coder en C++ ou pas. Point barre. Aujourd'hui, ça suffit plus. C'est finalement, on se positionne sur des territoires complètement différents, complètement nouveaux et très personnels. Et à tous les jeunes, c'est ok, vous avez tous les mêmes diplômes, vous avez tous des bonnes gueules, vous êtes tous plein d'énergie, vous êtes tous jeunes. À la limite, vous êtes tous pareils. Il y a un truc qui vous différencie, c'est qu'est-ce que vous voulez faire dans la vie, quelles sont vos passions, comment vous voyez le monde. Donc, il faut poser cette question quand on recrute. Donc, l'école est un entonnoir de sélection. D'ailleurs, nous, quand on fait l'EMI, on ne dit pas on va faire Polytechnique, on dit on va faire une école qui va prendre des jeunes qui viennent de partout et qui disent voilà, c'est comme une école de commerce axée sur le digital, parce que les écoles de commerce à l'époque ne parlaient pas beaucoup de digital, ou en tout cas ne savaient pas ce que c'était. Dans ce monde dans lequel le temps n'a plus beaucoup de valeur, finalement, le temps de la maturité, c'est ce qui fait les choses. Donc quand vous arrivez et que vous n'êtes pas polytechnicien, mais que vous êtes de l'EMI, qu'est-ce qu'on va regarder chez vous? Votre désir, votre envie de... Le bon sens. Le bon sens, quoi. C'est la ressource la plus rare. Donc il faut faire attention de ne pas perdre votre bon sens. Parce que c'est une ressource qui vaut très cher dans les entreprises. Ça fait gagner un temps fou. En tout cas, on a profité déjà pleinement de votre bon sens et on vous remercie. Et je pense qu'en face, on a le bon sens aussi avec de nouvelles questions. Et on peut passer maintenant à la phase de questions avec la salle. Je vous entends rapidement parler de
du fait d'être vegan, du fait d'être écolo, du fait d'être pas anticapitaliste, mais de chercher d'autres modèles ou de penser que ça pouvait pas forcément être une solution à tout. Est-ce que c'est quelque chose qui personnellement vous interpelle et auquel vous essayez d'intégrer ça dans vos entreprises, ou est-ce que c'est un moyen de com, effectivement, de dire que cette boîte est écolo ou est à 0% de taux d'émission? Mais toutes les entreprises dans lesquelles on a investi ont quelque part une mission qui n'est pas uniquement que gagner de l'argent. C'est quelque part d'améliorer le monde dans lequel on vit. Bon, donc il y a toujours un truc derrière qui fait que ça améliore quand même le monde. Donc oui, ce qu'on finance, c'est forcément porteur aujourd'hui de valeurs qui vont au-delà du simple capitalisme à l'état pur qui est maximiser les rendements des investissements. Nous, par exemple, on est dans la mixité. On a 70% de femmes qui travaillent chez nous. C'est pas rien, hein. Mais à tous les postes, hein. Au COMEX, pas assez au COMEX. Cadre, 70% de femmes qui sont cadres, 70% de femmes qui sont pas cadres, 70% de femmes qui sont à la logistique. On est une entreprise où il y a beaucoup de femmes. Moi, je suis très fier de ça. Quand j'entends les discours sur dans les boîtes, il y a des femmes qui sont payées moins cher que les hommes. Mais c'est quoi ce monde rétrograde? Tout le travail sur le changement de la situation de soumission de la femme dans la société machiste et masculine, ça prend du temps. C'est un combat permanent. Donc ça c'est un questionnement sur qu'est-ce que vente privée, qu'est-ce qu'on met en place pour les femmes. On a une politique parentale, etc., les crèches, etc., depuis longtemps. Et c'est un cheminement. Idem pour la diversité. 67 nationalités, toutes les religions chez vente privée. Il n'y a jamais de problème. On ne le dit jamais assez. Dans l'entreprise, en tout cas chez nous, la diversité, elle s'exerce. Mais moi, ce que je sais, c'est que quand vous mettez les gens ensemble sur des projets, ils travaillent. Et il n'y a pas de problème de couleur de peau, de religion, de trucs. Chacun est ce qu'il est, quoi. Donc ça, c'est vachement important de le prôner. Et d'accepter aucune tolérance sur le racisme, sur la ségrégation. Aucune tolérance. Est-ce que vente privée a un rôle social avec ses clients? Moi, j'estime que oui. Alors, on peut rigoler, ah bah ouais, t'en fais ton business. Bah non. Toutes ces millions on vend 120 millions de produits. Ils ne sont pas achetés. Ils ne sont pas achetés. Et des gens les achètent. Alors, on aime ou on n'aime pas les marques, on peut critiquer les marques, ok, les fringues, on peut tout critiquer. Mais en attendant, ces produits existent. Puis il y a des gens qui ne peuvent pas s'acheter des Nike chez Nike et qui vont les acheter chez moi à moins 70, ou moins 60, ou moins 50 parfois. Mais qui seront contents de les avoir à ce prix-là. Ou un voyage, ou un billet de spectacle. Ouais, moi, dans ce métier-là, j'estime que je contribue socialement à faire que des gens puissent accéder à cette consommation. Mais ce qu'il dit, ça rejoint exactement ce qu'on a dit sur les RH. L'image de vente privée, c'est quelque part, c'est aussi l'image de Jacques-Antoine, qui va se réveiller à 4h du mat en disant « Putain, j'ai vendu des billets où il y a un dauphin ». Quand il fait son discours de fin d'année, il va raconter cette anecdote. Les gens qui bossent chez lui ils vont dire « Putain, le mec, ok, il fait du pognon, il a une grosse boîte, machin, mais tiens, il a pensé au dauphin, il a autre chose à foutre, il pourrait aller au golf. Il a pensé au dauphin. » Donc, quelque part, ça rejaillit dans son entreprise. Ça attire des gens qui entendent cette phrase. Et donc, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. C'est des entreprises qui ont des valeurs de ce fait-là. Et les valeurs, elles sont incarnées souvent par le fondateur, tant qu'il est encore là, ou par les gens qui incarnent l'entreprise. Si vous êtes une entreprise, vous avez besoin de salariés, vous avez besoin de valeurs. Et si vous avez besoin de valeurs, vous avez besoin de les porter, de les afficher. Et Jacques-Antoine a raison, et qu'elles soient sincères. Si on n'est pas sincère, ça ne peut pas marcher. Et ça ne marche pas du tout. C'est même pire que tout. C'est que c'est le truc inverse. C'est que ça s'effondre très vite. Tout à l'heure, vous parliez d'innovation et d'idées concrètes, pragmatiques. Je me demande si, pendant votre carrière, vous aviez déjà investi dans une start-up sur la seule base d'une idée géniale, ou est-ce qu'il vous a toujours fallu un business plan, un prix de vente, des projections? Enfin, nous qui avons vu des boîtes en seed, c'est des boîtes qui se lancent, qui arrivent avec un BP, il y a quoi? Il y a une chance sur 1000 que le BP soit réalisé. Sur 1000. Donc ça sert à quoi de se casser? Enfin, je veux dire, quand je vois des fonds qui vous posent 2500 questions sur un BP à 5 ans, votre boîte elle a 0 ans, hein, vous venez de la monter, pour savoir si en année 4, vous ferez 2,7 de croissance et 4,9 de conversion. Avec le gars, on ne sait même pas si ce qu'il a inventé, ça va marcher. Il ferait mieux d'aller passer une heure boire un café avec le mec pour voir ce qu'il a dans le crâne. Parce qu'il apprendrait plus ça que sur les 4 années de chiffres qu'il va avoir et qu'à la fin, il va dire oups. Xavier, Marc et moi, quand on a gagné des sommes importantes dans la fin des années
2010, on a eu envie de participer à ce mouvement d'amorçage de start-up. Moi, j'ai appelé ça mon impôt social, c'est-à-dire que je trouvais ça normal. Mais sur une boîte plus importante dans laquelle je pense que Marc et moi, c'est notre plus gros investissement de notre vie à part nos propres affaires, qui s'appelle Devialet, on a investi des sommes importantes sur une émotion. C'est-à-dire que on a eu le patron de Devialet qui nous a fait venir dans son showroom, qui nous a mis sous un cache noir une musique de Supertramp, et on a eu l'impression d'avoir le guitariste devant nous, et on a dit où est-ce qu'on signe pour être actionnaire de votre boîte. Et ça, c'est typique de notre façon d'investir parce qu'on a quand même l'argent qu'on a gagné par les affaires qu'on a fait. Donc, c'est pas notre métier, investisseur professionnel. Au bout de 10 ans de discussion avec Marc, avec Xavier, j'ai compris comment devenir une boîte tech. C'est l'organisation product owner, c'est les labs, et c'est surtout changer la façon dont ça allait être dirigé dans l'entreprise. Je suis passé d'une boîte dans laquelle je raisonnais comme un patron de banque qui disait « Oh là là, la tech, il faut que ça marche, il faut que ça fonctionne, il faut que ce soit redondant, investissez dans les serveurs, etc. Je ne veux pas comprendre comment ça marche », à une boîte dans laquelle j'ai mis la tech au centre en prenant un jeune de 30 ans que je suis allé débaucher dans une boîte tech qui m'a fait venir des développeurs et qui a changé tout l'esprit de la boîte. On est dans cette révolution-là chez VP. Si on y arrive, on est une boîte incroyable. Parce qu'avant, on était une boîte de commerçants, maintenant, on sera une boîte tech de commerçants. C'est ce qui est très fort. Et ça a été l'acte fondateur du VP qu'on est en train de construire pour 2019 et la moitié 2020. Mais donc, pour répondre à votre question, à un moment donné, l'innovation, elle ne peut pas se faire un peu partout au hasard dans chaque pays, sur des systèmes différents, mais elle doit se faire sur un système unique avec des product owners, dans une organisation matricielle, où justement, écoutez bien, parce que c'est comme ça que vous serez managé ou que vous managerez les gens. Une organisation matricielle, c'est une organisation dans laquelle vous avez deux boss. Le boss de votre produit, c'est-à-dire le patron qui gère le produit, et le patron du pays. Vous voyez ? Vous avez toujours deux boss. Donc vous avez en permanence cette dualité produit-pays qui est différente parce que les pays n'évoluent pas de la même façon, n'ont pas les mêmes besoins, n'ont pas les mêmes caractéristiques de paiement, de remboursement, de livraison, etc. Voilà, voilà l'histoire du VP qu'on construit en 2019 et 2020. Si on réussit ça, parce que c'est jamais gagné, mais si on réussit ça, on est une boîte assez unique en Europe. Bon, merci à vous.